Sageco. Présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa, InfoSag avec l'émission Sageco d'aujourd'hui. Nous avons dit que le mois d'octobre, c'est beaucoup plus, on va parler des questions qui peuvent redresser l'Afrique francophone, pourquoi pas le monde entier, l'entrepreneuriat. Est-ce que ça peut être l'un des outils qui peut consolider en République démocratique du Congo la paix et l'unité nationale? Mais nous allons aussi faire le virage sur l'entrepreneuriat dans le secteur de l'automobile parce que c'est là-dedans, il y aura des éléments, la réalisation va essayer de nous illustrer ça. Dans ce plateau, j'ai un professeur qui est habitué dans ce plateau, le professeur Omeonga, et puis un activiste de tout ce qui est la problématique des droits humains, monsieur Alex Wello. Les deux sont là. Bienvenue les messieurs dans ce plateau d'aujourd'hui. Encore une fois, merci de me recevoir encore pour une fois à cette tribune pour m'adresser aux nombreux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Monsieur Wello, la première fois dans ce plateau de SAG Echo de la chaîne francophone de Kinshasa. Oui, merci monsieur Mathieu Takizala pour l'invitation et je salue votre plateau que je suis assis pour la première fois et je salue tous les téléspectateurs de cette émission SAG Echo au cœur de l'actualité francophone. Voilà, nous commençons avec le professeur, hein. Prof. Entrepreneuriat, est-ce que ça peut être un outil pour l'unité, la cohésion nationale et la paix en République démocratique du Congo? Merci, je crois c'est plus qu'un outil. Quand on parle de la paix, de l'unité, de la cohésion nationale, parlons d'abord de la paix, sans laquelle aucune activité économique ou entrepreneuriale ne peut être possible. On parle de la paix c'est l'antidote de l'insécurité généralisée et même de la guerre que nous déplorons dans l'Est du pays. Bon, en quoi l'entrepreneuriat peut être une solution pour la paix? Tenez, nous sommes un pays essentiellement jeune de par sa démographie parce que nous avons plus de 68% de la population congolaise est constituée de jeunes. Mais aujourd'hui, nous déplorons l'insécurité. Que ce soit dans les milieux urbains, ici, on parle de Kuluna, qui sont les acteurs principaux, qui sont à la base de l'insécurité urbaine. Ce sont des jeunes. Mais si nous allons plus loin, la guerre qui a débuté depuis 1994, si je ne m'abuse, à ce jour, qui sont à l'avant-plan de la guerre, encore une fois, les jeunes. Et quel est les mobiles? C'est pour la plupart des cas, quand vous regardez ici, comme dans l'Est du pays, même dans les pays, ceux qui sont à la base de l'insécurité ou de la guerre, ce sont des jeunes qui, pour la plupart, sont à la recherche de survie. Quand vous regardez la pyramide de Maslow, la plupart de tous ces jeunes-là ont encore des arriérés, des besoins existentiels, physiologiques. Quand quelqu'un est dans cet état, il devient frustré. Et quand il est frustré, il devient agressif. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui avec les Kuluna. Ces gens-là ne cherchent que la survie. Et dans l'Est du pays, toutes les milices que nous retrouvons à l'Est, où est-ce qu'on recrute tous ces gens-là? C'est dans les milieux des jeunes désœuvrés, jeunes qui sont à la recherche de la survie. Donc, quand vous apportez l'entrepreneuriat, l'avantage de l'entrepreneuriat est que, premièrement, il vous donne des revenus, deuxièmement, il crée des emplois. Donc, s'il y a entrepreneuriat à travers les pays, non seulement que ceux qui sont à la base de l'entrepreneuriat vont satisfaire d'abord, même l'auto-emploi, ils vont satisfaire leurs besoins essentiels et à la longue, ils vont donner de l'emploi. Ainsi, tous ces jeunes qui se livrent dans l'insécurité, dans la violence,
seront occupés et ils n'auront pas le temps de se livrer dans la délinquance juvénile ou dans la guerre que nous déplorons. Donc l'entrepreneuriat, et cela aussi va apporter la cohésion. Parce que là où il y a la pauvreté, là il y a la précarité. Donc ceux qui n'en ont pas ont tendance à se livrer à la violence pour faire du mal à ceux qui en ont. Donc si chacun de nous a une occupation, on pourra résoudre directement. Parce que, je termine par là, avant qu'on n'ait pas de cette question dans notre pays, et en tant que professeur d'université, j'ai passé plus de 10 ans à former des gens pour l'employabilité, des gens qui doivent être utilisés, les mots n'est même pas commode, utilisés, employés par des structures existantes. Et la plupart des cas, on les déversait à l'administration publique. Aujourd'hui, l'administration publique est saturée, ne peut plus encore engager. Donc, l'ultime moyen pour résorber le chômage des masses et de longue durée de la jeunesse passe par l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, à double titre, permet de réunir les Congolais, permet pas d'éradiquer, mais de réduire sensiblement l'insécurité et même la guerre dans l'Est, parce que tous ces jeunes-là qui se livrent dans les milices, s'ils sont occupés, je crois la guerre d'agression que nous déplorons aujourd'hui ne pourra pas survivre. Voilà un peu en gros. Monsieur Welo, je peux dire. Vous voyez ce plateau spécial d'aujourd'hui sur l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo. Je suis habillé en bleu travail. Ce métier, c'est un énorme secteur. Et qu'on dit l'industrie de l'automobile avec ses métiers. Vous qui êtes l'activiste dans la problématique de l'être humain et de l'homme, comment vous trouvez ce secteur de l'automobile aujourd'hui en 21e siècle? Il y a même des éléments qui vont incarner cette profession. Nous, on était chez notre partenaire spécial Autogarage et je pense que avant même de commencer, nous laissons à la réalisation de nous mettre cet élément et pour voir qu'on peut caser beaucoup de jeunes dans ce secteur de l'automobile. Voilà, SAGECO d'aujourd'hui, c'est spécial l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat dans le secteur de l'automobile. Mathieu Takizala, l'entrepreneur, le présentateur des émissions économiques. Aujourd'hui, on est arrivé sur le terrain. Je vous ai dit que ce mois d'octobre, nous allons parler beaucoup plus de l'entrepreneuriat et tous les secteurs qui peuvent aider la République démocratique du Congo à revenir dans le bon chemin. Tout à l'heure, avec mes invités dans le SAGECO, nous allons parler de l'entrepreneuriat et j'ai voulu faire déjà un tour dans cette société congolaise qu'on appelle Spécial Autogarage, qui est spécialisée dans la maintenance et la réparation. Vous avez vu que je suis habillé en bleu de travail parce que c'est par le travail que les gens avancent. À part le casquette que vous connaissez dans le plateau de télévision, je suis celui qui essaie de parler beaucoup plus de l'entreprise, parler beaucoup plus des hommes, les métiers qui peuvent valoriser la République démocratique du Congo. Si vous êtes un chef d'entreprise de la République démocratique du Congo, n'oublions pas à nous contacter la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs qu'on appelle InfoSag avec l'émission SAGECO ou l'émission Business francophone tout à l'heure avec mes invités. Quant aux entrepreneurs de la République démocratique du Congo, continuez à liker, partager, suivre l'émission qu'on appelle SAGECO. C'est là où on parle de l'économie, c'est là où on parle de tout. Et regardez, vous devez faire confiance à ces genres d'initiatives qu'on appelle Spécial Autogarage. Vous devez avoir vraiment confiance. Partenaire Spécial Autogarage, c'est dans ce secteur qu'en 2008, le président Obama a relancé le système économique américain avec le Sopran. L'industrie de l'automobile, c'est ce qui fait la force de l'économie marocaine. L'industrie de l'automobile aussi, c'est ce qui faisait dans les années jusqu'à aujourd'hui l'économie allemande, même nippone. Les Japonais, c'est autour de l'automobile qu'ils font de plus en plus de plus-value. Cher Welo, vous avez vu cet élément, vous qui êtes plus avec la passion de s'intéresser à ce qui peut faire la force de l'être humain, le cas de figure de ce secteur de l'entrepreneuriat dans l'automobile, est-ce que ça peut nous conjuguer ce que le professeur disait tout à l'heure? Merci pour la question pertinente, M. Mathieu Takizala. Je salue les initiatives que vous nous apportez au pays. Elles sont à saluer. Et comme vous l'avez dit, comme notre thématique le stipule, c'est l'entrepreneuriat.
Et moi, à mon humble avis, j'estime que l'entrepreneuriat doit être le levier du développement de notre société aujourd'hui au XXIe siècle. Mais cependant, Monsieur Mathieu, c'est vous qui posez les questions. Mais moi, je dirais, j'ai aussi une question à poser. Je m'interroge en tant que libre penseur à haute voix, mais aussi la question peut être adressée aux institutions de notre pays. Parce que, d'après mon constat fait, le secteur d'entrepreneuriat dans notre pays, la République démocratique du Congo, je suis poussé de dire que on n'a pas d'entrepreneurs au Congo, dans notre pays. Nous n'avons que les autorités morales, le concept qui énerve d'ailleurs, c'est-à-dire le politique, qui se sont accaparés de ce domaine stratégique qui incombe même le développement de toute une nation. C'est-à-dire que il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas, parce que qui parle d'entrepreneur parle aussi d'hommes d'affaires. Mais qui font les affaires au Congo si ce n'est que les politiques? Et vous êtes dans la chaîne des entrepreneurs, des investisseurs, hein, InfoSag qui est là, le plateau que vous êtes. Oui. Et donc le pays a cette culture entrepreneuriale depuis la sortie des indépendances. Maintenant, pour vous, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à dire, voilà, nous n'avons pas d'entrepreneurs parce que le taux de chômage des jeunes sont importants, ou tous nous importons, Évidemment, le jeune que nous sommes, le jeune qu'ils y sont, que vous êtes, parce que la jeunesse est l'état d'esprit, ont d'énormes projets d'entreprendre dans différents domaines. Mais il se pose un problème, c'est celui de l'acquisition de fonds nécessaires, de ressources nécessaires qui peuvent, tant soit peu, le permettre d'entreprendre. Vous comprenez? Ils ont deux projets. Ils ont vraiment des belles initiatives, mais ils n'ont pas accès au fonds. Le moyen financier qu'il faut pour investir, pour entreprendre, ils n'ont pas accès à ce moyen-là parce qu'ils ne sont pas parrainés par des politiques qui, en réalité, ont une même mise sur toutes les banques de crédit qui peuvent accompagner ces initiatives ou ces projets d'entrepreneuriat. C'est aussi ça le problème. Mais comme je l'ai dit, sans l'entrepreneuriat, on ne peut pas parler du développement des pays parce que l'État entrepreneur doit booster les entrepreneurs privés, n'est-ce pas, à élargir leur champ d'action dans tous les secteurs d'activité de la société. Mais l'État, comme entrepreneur, n'a pas cette capacité de booster les entrepreneurs privés comme vous autres. Et pourquoi pas aussi dans l'agro-industrie, dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. L'État a de sérieux problèmes d'accompagnement de ces entrepreneurs. L'État doit faire quoi concrètement, hein, parce qu'on doit être plus, comme les anglo-saxons disent, l'audace ou le pragmatisme. Du point de vue concret, dans ces secteurs aujourd'hui, et qu'on avait pris comme exemple, hein, parce que l'entrepreneuriat est dans tous les secteurs économiques. Alors maintenant, dans ces secteurs de l'automobile, à l'ère actuelle, à Mokati du Congo, qu'est-ce que l'État doit faire? Mais c'est comme je l'ai dit. D'abord, l'État doit porter à la connaissance des entrepreneurs dans ce secteur d'automobile dans le monde que le Congo, c'est intérêt qu'ils peuvent venir investir. Parce que dans le secteur d'investissement aussi, rappelez, ou d'entrepreneuriat, lorsque le monde extérieur n'a pas de formation sur les climats d'affaires, il ne viendra pas. Lorsque on communique mauvais pour le pays, non, on dit non, c'est un pays corrompu, c'est un pays qui n'a pas un climat d'affaires stable, tout ça. Les gens, les capitaux ne viendront, ou les hommes d'affaires ne viendront pas
s'hasarder avec leurs fonds dans un pays où ils n'ont pas de bonnes informations qui peuvent le motiver à venir investir ou entreprendre. C'est aussi ça le problème. Prof, on dit la communication, pays de Lumumba, j'aime tant dire ça parce que les Chinois disent Mao, hein. Nous aussi, nous avons Lumumba, oui. ce qui fait fédérer tout le monde. Paraît-il, la communication économique est bredouille, parce que votre co-débatteur dit ça, il dit on ne communique pas assez pour le prototype, pour séduire les doutes. Et sur les opportunités aussi. Et heureusement, c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne, hein, la chaîne qui parle de l'investissement et de l'entreprise. Et aujourd'hui, on a pris ce secteur qui peut permettre que les jeunes gens puissent se faire limiter à travers le travail. Pour vous, la communication est absente aujourd'hui. Bon, je vais un peu nuancer, parce que la communication, il y a la communication verbale, comme nous le faisons là, mais il y a la communication non verbale. Ce qui importe le plus, vous savez, dans notre pays, depuis 60 à ce jour, si tout dépendait seulement des discours, si tout dépendait de la parole, de la force du discours, ce pays serait déjà un paradis. On peut beau communiquer, mais ce qui importe le plus, c'est quand les gens, après avoir communiqué, il faut que les gens parlent près de toi, c'est que vous communiquez. Parce que quand les fossés deviennent très grands entre les discours que nous communiquons et l'idéal et la réalité que nous vivons, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes antivaleur. Et là, les gens vont déchanter. Ce qu'il y a à faire, quelle est la responsabilité de l'État? Je vous ai dit que plus que jamais, l'État doit être un État stratège. Un État stratège, c'est un État qui crée un écosystème incitatif, qui crée des opportunités économiques pour... Et regardez dans tous les pays du monde. J'aime bien le pays de la Corée du Sud parce que, comme vous le savez, quand nous accédons à l'indépendance, la Corée du Sud, en termes de PIB, n'avait que $156, alors que nous avions déjà 220. Aujourd'hui, les Sud-Coréens sont ce qu'ils sont. Aujourd'hui, un Sud-Coréen moyen a plus de $35 000, alors qu'un Congolais moyen n'a tout au plus $500 à $600. Et qu'est-ce qui a fait la force de ces pays émergents? Entre autres, c'est l'entrepreneuriat. Et pour que l'entrepreneuriat décolle définitivement, il faut que les entreprises, d'abord publiques, les soient. Mais qui sont les véritables consommateurs? Qui sont les demandeurs des services des privés? C'est d'abord et surtout l'État. C'est pas l'administration publique, pas les entreprises publiques. Mais regardez les temps dans lesquels se trouvent nos entreprises publiques. Toutes, en tout cas toutes, sinon la grande majorité, sont devenus des canards boités. Dans un pays où l'État, l'administration ne fonctionne pas normalement, l'initiative privée, quelle que soit l'audace, quel que soit le goût du risque, donc il faut créer d'abord un environnement incitatif. Un écosystème, oui. Pour créer l'environnement incitatif, c'est créer d'abord, comment voulez-vous dans un pays où il n'y a pas de banque? Quand je parle de banques ici, les banques de crédit. Donc, les quelques rares banques commerciales, ce sont des initiatives, encore une fois, privées. Ce que j'appelle la communautarisation bancaire. C'est-à-dire chaque communauté d'affaires l'une d'entre elles crée sa banque. Et cette banque-là n'est pas pour soutenir les ménages et encore moins l'économie. Ça devient des pipelines pour collecter les profits qu'ils réalisent pour rapatrier dans les pays d'origine. Conséquence, les 18 banques commerciales, aucune d'elles ne booste l'économie parce qu'ils n'ont pas vocation de booster. Il faut des banques de crédit, des banques d'investissement qui autrefois existaient. On a eu la Sofide à l'époque. On a eu, parce que l'entrepreneuriat ne se limite pas seulement à l'automobile. On peut booster l'entrepreneuriat agricole dans le secteur agro-industriel. Et nous avions dans ces pays la banque de crédit agricole. On a les booms immobiliers. On peut booster l'entrepreneuriat immobilier en créant des banques de crédit immobilier qui n'existent pas. Mais au-delà de ça, mais nous sommes un pays, j'ai toujours dit, au mieux, nous sommes un désert fiscal, au pire, un enfer fiscal. Dans un pays où l'imposition
s'apparente à ce que j'appelle le terrorisme fiscal, personne ne peut prendre ces risques. Prendre les risques, c'est bien. Au-delà de ça, mais c'est vrai, j'ai toujours dit dans cette émission qu'un entrepreneur doit être riscophile, quelqu'un qui a les goûts du risque. Mais dans un pays de guerre, aucun investisseur sérieux peut prendre le risque d'investir dans ce pays. Sinon, les quelques rares activités que nous voyons ça et là, ce sont des activités spéculatives qui n'ont rien à voir avec l'investissement durable, investissement qui peuvent booster, qui peuvent soutenir l'économie, qui peuvent soutenir le développement. Donc l'État, son rôle est à ce niveau-là. Mais il y a aussi le rôle de nous en tant qu'université, parce que l'université a comme rôle de relever les défis sociétaux. Pourquoi aujourd'hui il y a chômage? Pourquoi cette inadéquation? Pourquoi notre société, notre université n'arrive pas? C'est parce que l'université, moi j'ai suivi dernièrement, il y a des universités qui ont des budgets aux États-Unis de 40 milliards de dollars. Des budgets qui sont 4 fois plus que les budgets de tout un État comme le nôtre. Mais ici, on a réussi à précariser l'université et par là, tous les professeurs de l'université. Alors que l'entrepreneuriat devrait aussi, c'est aussi la dimension éducative. J'ai dit que l'homme n'est homme que quand il a ces 3 formes d'éducation. L'éducation parentale, l'éducation scolaire, l'éducation spirituelle et l'éducation des affaires, ce qu'ils appellent l'éducation financière. Ce qui existe, c'est ce qui est à la base du chômage qui a longtemps duré. Donc il faut accompagner et terminer. Il faut aussi ce qu'on appelle les mentorships. Les anglo-saxons, mentorship, ça veut dire il faut voir pour avoir. C'est-à-dire, c'est vrai, mon combattant a dit qu'il n'y a pas d'entrepreneurs, mais il y avait des entrepreneurs à succès dans ce pays. Je ne vais pas citer Dokolo, Bemba et tous les, ils sont nombreux. Mais ces gens-là, comme ils n'ont pas eu de l'accompagnement de l'État, comme ils ont été, encore une fois, au lieu que l'État les accompagne, l'État les a, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un pas, il les a tirés vers la politique et puis il les a affaiblis et voilà. Donc la responsabilité est entière. Même dans des pays ultra-libéraux comme les États-Unis, l'État a un rôle important à jouer. Pas pour donner de l'emploi, pas pour créer des entreprises, mais créer des conditions optimales d'opportunités économiques. Et vous avez parlé de l'automobile. Vous voyez, j'enseigne le management. Aujourd'hui, le management a vu les jours aux États-Unis. Et parmi les grands leaders, à part Taylor, il y a Ford, qui est dans le secteur automobile. Aujourd'hui, j'enseigne à mes apprenants le Fordisme. Mais là, c'est encore très loin. Mais vous avez parlé de Toyota, le toyotisme. Aujourd'hui, Toyota, qui au départ était dans les textiles. Toyota, quand il a commencé, il était dans les textiles. Quand il part aux États-Unis, il vient à Paris, il voit comment l'automobile a émergé. Il revient chez lui au Japon et aujourd'hui, sur 10 véhicules. Vous voyez que c'est grâce à l'automobile qu'aujourd'hui le Congo a cette chaîne de l'entreprise. Par exemple. Mais là où je vais ajouter, il n'y a de richesse que l'homme. C'est-à-dire, au-delà des moyens financiers qui n'existent pas là, mais il faut des moyens humains. Il faut un capital humain. Parce que chez moi au Maniema, on dit Akilimali. Celui qui a de l'intelligence a de la richesse. Donc, on peut tout. Et j'ai toujours dit que la richesse n'est que l'expression chiffrée de l'intelligence. Donc, aujourd'hui, l'État est pour donner l'éducation. Nous parlons aussi de cet entrepreneur parce que les droits humains, mon collaborateur vous dit qu'il est activiste des droits humains, les droits économiques relèvent de la 2e génération des droits et ça, c'est consacré dans la Constitution. Donc, l'État a l'obligation. C'est pas le devoir de faire tout pour que l'entrepreneuriat renaisse, parce que c'est pas là qu'on pourra résoudre définitivement Monsieur Welo, la question du chômage, qui est à la base aussi de l'insécurité vous avez suivi, et de la guerre. Heureusement, le professeur Omeonga qui a développé sa façon de dire, et vous êtes, ce qu'on dit, le droit de l'humain, la dignité de l'humain. La dignité vient par le travail. Et on a pris le prototype de ce secteur. Il y a plusieurs secteurs qu'on reviendra autour de ces mois d'octobre dans cette chaîne francophone de Kinshasa. Alors, quand vous regardez les techniciens d'aujourd'hui, la façon qu'ils sont en train de travailler, et on dit voilà, on n'a pas d'entrepreneurs, mais je vous dis qu'il y a d'entrepreneurs parce que derrière nous, nous voyons les logos spécial autogarage. Il y a un entrepreneur qui a créé cette philosophie économique, par exemple.
Et cette chaîne aussi, il y a un entrepreneur qui nous met cette chaîne dans l'espace public. Oui. Mais lorsque les entrepreneurs Imperial Mokati du Congo, il y en a que nous contactons, nous discutons avec, disent que et parmi les injustices qu'ils sont en train de connaître, comment vous allez expliquer ce qu'on appelle une concurrence déloyale ou le pourcentage de l'informel, par exemple dans ce secteur, est énorme. C'est-à-dire que même l'ingéniosité de l'entrepreneur, mais à un moment, il est bité sans contractuel. Votre co-débatteur veut dire, vous qui défendez la dignité, mais les entrepreneurs aussi, ce sont des humains. La plupart ont pris des risques, comme votre co-débatteur dit, mais malheureusement, le contractuel est absent, le financement est absent. Et vous, c'est uniquement la manifestation, mais il n'y a pas de manifestation pour dire, voilà, les entrepreneurs qui ont choisi la Imperial Mokati du Congo, il faut leur donner aussi des béquilles d'agir, non? Vous voyez pas? Évidemment, moi, je pense, à mon humble avis, que l'État doit garantir, n'est-ce pas, les bons climats d'affaires ou d'investissement ou d'entrepreneuriat dans tous les secteurs de la vie. Et comme je l'ai dit, nous avons un sérieux problème au pays parce que, mon co-débatteur, le professeur l'a dit, les quelques entrepreneurs que nous avons connus dans ce pays ne sont plus à citer. Pourquoi? Parce que la politique qui devrait au contraire les encourager, les accompagner à aller encore de l'avant, les attirer vers le bas de l'échelle. Vous voyez ce que ça représente. Et on a tendance aujourd'hui à voir dans le pays que chaque entrepreneur qui veut aller de l'avant dans son secteur d'activité est obligé d'avoir comme allié ou d'avoir comme associé les décideurs, c'est-à-dire les autorités politico-administratives. Et ça, ce n'est pas bon parce que dans le domaine d'investissement ou dans le secteur économique, on n'a pas besoin d'être associé au pouvoir en place pour faire un bon chiffre d'affaires. Mais seulement, tout ce qu'on a besoin, c'est que l'État puisse garantir le beau climat d'affaires. Et je vais, par exemple, donner un exemple ici avec ce que nous avons vu, le pôle économique spécial de Maluku. Zone économique spéciale de Maluku. Voilà, nous avons bien sûr, accueilli beaucoup de plaintes. Nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, les investisseurs sont venus nous dire, mais avec ce que vous avez créé à Malukula, nous n'arrivons plus, par exemple, à faire un bon chiffre d'affaires parce que pratiquement l'État, au lieu de nous accompagner, mais l'État est en train de nous combattre. Et nous avons connu vraiment la chute de notre chiffre d'affaires et cela a posé même problème pour assurer, n'est-ce pas, le social de nos employés. Vous voyez ce que ça fait? Et donc, je crois qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, ici, je profite de votre micro pour appeler l'État congolais à garantir le droit de tous, notamment le droit économique, social et culturel. C'est aussi le droit inhérent à la vie des Congolaises et Congolais. C'est aussi de droits qui relèvent de valeurs universelles, qui relèvent de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle notre pays a ratifié. Et accord que nous venons d'être élus membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, je crois que il est de notre obligation de respecter, n'est-ce pas, et de garantir le droit économique des Congolaises et Congolais, mais aussi des investisseurs qui viennent, que ce soit de l'Occident, de Caraïbes ou des autres mondes, et qui choisissent le Congo comme leur second pays, leur seconde patrie, en fait d'investir. Il faudrait que cela
au lieu d'être découragés, mais qu'ils soient encouragés pour que les autres qui sont sous notre cieux prennent cela comme exemple, que voilà, ils sont allés, ils ont choisi le Congo, ils ont réussi, et nous aussi nous pouvons aller, et ça va booster l'économie de notre pays, ça va donner du travail aux jeunes que nous sommes. Voilà ce que je peux dire. Professeur, on dit que logiquement aujourd'hui, le vrai problème, c'est le balance, la dette intérieure. Dans 3/4 des pays africains, qu'est-ce qui se passe? Les marchands nationaux ont du mal lorsqu'ils prestent. Vous avez parlé des grandes entreprises, des entreprises publiques. Lorsque les entrepreneurs font des services à la plupart des États africains, la dette intérieure a de vrais problèmes de paiement. Et c'est là, même en République démocratique du Congo, la plupart des entreprises, des petites moyennes entreprises, ferment beaucoup plus parce que les non-paiements de la dette intérieure. Oui, vous avez totalement raison. Je vous rappelle, on a réalisé une mission avec vous sur la dette souveraine et la dette publique. Et vous avez même indiqué à son temps qu'il y avait 3 clubs. Club de Paris, club de Londres et club de Kinshasa. C'est le club de Kinshasa-là qui réunit l'ensemble des dettes que l'État a envers les investisseurs nationaux locaux. Or, si on en arrive à ce point-là, à décourager les quelques initiatives privées, c'est parce que l'État s'est montré insolvable. Il n'a pas pu honorer les engagements qu'il a pris vis-à-vis des... Non seulement qui n'accompagne pas en termes de subsides, en termes de subventions, en faveur des entrepreneurs privés, et pire encore, pendant qu'ils bénéficient des services de ces derniers, au lieu d'honorer, et n'arrive pas à honorer, et de la même manière qu'il est fait dans le secteur public aujourd'hui, si la plupart d'entreprises publiques sont devenues des canards boités, entre autres, c'est parce que l'État n'a pas si honoré ses engagements. Cela est valable aussi pour le secteur privé. Or, quand quelqu'un a presté, vous a rendu service, et il a une créance vis-à-vis de vous, vous devez à tout prix honorer pour lui permettre de faire fonctionner, pour améliorer son fonds de roulement, pour lui permettre aussi de faire des investissements additionnels. Mais dès lors que quelqu'un vous a donné fait des prestations que vous n'arrivez pas à honorer, et donc il y a un sérieux problème. Et heureusement, les droits publics n'ont pas prévu les circonstances dans lesquelles on peut déclarer la faillite de l'État. Sinon, les nôtres a réuni toutes les conditions pour être déclaré faillite. Donc, 30 secondes, prof, parce que la technique a fait... Voilà, l'horloge a tourné vite. Alors, 30 secondes qu'on atterrit avec cette émission. Ok, 30 secondes. Je dis que plus que jamais, nous déplorons toujours qu'il y a chômage. La voie royale pour résorber même de 50% les chômages des jeunes passe par l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat vous permet de vous donner de l'emploi, de vous donner d'augmenter les richesses et d'avoir des investissements supplémentaires. Monsieur Wello, on atterrit déjà, hein? On est à la fin de cette émission. Pour clore, l'entrepreneuriat doit être aujourd'hui et à jamais le levier du développement, le levier de l'économie d'un pays ou d'une nation. Et l'entrepreneuriat est le seul moyen par lequel nous pouvons bâtir une société où règne la paix sociale, où règne la distribution équitable de nos richesses, où règne la cohésion nationale même dont nous faisons allusion aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Nous vous remercions, prof. Oui. En tout cas, ce sujet, nous devons le continuer. Il faut le continuer parce que le sujet de l'entrepreneuriat, nous allons évoquer, et parce que le Congo, il y a aussi d'autres communautés qui réussissent en entrepreneuriat, les Libanais, les Chinois, les Indiens. Donc, pourquoi pas le nôtre? Qu'est-ce qui fait ça? Dans le même territoire, les réussites entrepreneuriales aujourd'hui sont dans les autres communautés. Et qu'est-ce qui freine les communautés locales
pourquoi pas on n'arrive plus à avoir la continuité. C'est pour ça aujourd'hui je me suis dit, je serai en bleu de travail, comme ce qu'on appelle les techniciens, parce qu'on doit aller comme les anglo-saxons. En tout cas, prof, je vous remercie pour avoir honoré cette émission. On va continuer avec ces sujets de l'entrepreneuriat, même on partira dans d'autres secteurs. Mais en tout cas, l'activiste, ça doit être l'activisme pour l'entrepreneuriat, hein, parce que les autres sont en train de rester. Quant à moi, en tout cas, si vous voulez participer avec ces émissions du mois d'octobre qui va rester uniquement focus sur l'entrepreneuriat en Afrique francophone et pourquoi pas le pays de Lumbumba. Et nous remercions l'équipe technique, remercions aussi les francophones qui nous suivent, nous remercions aussi toutes les Congolaises. Continuez à faire confiance à cette chaîne de l'entreprise et l'investissement. Likez et partagez. Pour moi, prochain numéro de Sageko. Merci. Merci. Moi, c'est ouais. Bien. Ah ouais, mais moi, on a un zoya, il y a dispensaire, il y a pas. Il y a ça, il y a ça, on a place, il y a des mots pour les petites, on dirait, dans le bureau de la banque. Voilà. Donc bien. Donc bien. Peut-être qu'on a place parce que la place est là, c'est seulement la balabala pour la ventiler déjà. On va mettre dans ça pour ça bon. Qui m'a dit que on a gagné pour ça. Na moi ko faire qui masala. Résultat quel? Awa, nous bonande. Premier tour nous ça la traiter ya boîte awa. Nous on ça le mandat ya bien. Oui. Voilà. Tout le monde est en média kawa. Nous ça nous poste ça déjà que ça va bien que ça va nakati. Ah bon. Donc alingala eloko nini ememio anakati nesika ko bando nosa Congo bayoki ko na Congo bongo na lingala sikoyo eloko nini ememio anakati nesika na lingala eloko spécial auto garage. OK. Vraiment musala malamu nde na constater ezali awa. Parce que premier tour na yeka na même camion type na oyo la salle d'entretien à boîte vraiment na CP là na musala ça na. C'est pourquoi les juste moi kokoso il faut na ya ngo kaka c'est-à-dire comme ndako na ye. Ici na ba c'est pas l'hôpital ya mutu ba quinoise voilà quinoise sur la problème mutu na yo hôpital yaka nango na sac esika ba spécialité bazali awa ya kusala bisala ya mitu. Tout ça a été que mitu na balabala na kutu. Donc, toujours même ça. Ça va. Merci en tout cas. C'est tout le matin de bien. Sageko. Présenté par Mathieu Takizala.